va me voir ou pas, je ne sais pas. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue, merci de votre présence et d'avoir bravé plusieurs écueils afin d'être parmi nous aujourd'hui. Nous vous en sommes très reconnaissants pour braver ces écueils, pour assister à une conférence assez exceptionnelle à nos yeux et pour laquelle je vais vous présenter très brièvement notre intervenante. En premier lieu, afin qu'on passe 1h30 très tranquille, je vais vous demander évidemment, comme d'habitude, d'éteindre vos téléphones. J'en profite pour vous dire que cette conférence est filmée et captée comme toujours, donc on va essayer de garder le plus de calme possible. Et évidemment, comme elle est filmée, comme elle est captée, vous aurez le plaisir dès demain, me semble-t-il, enfin dès les prochains jours, sur le site des bibliothèques, via la chaîne YouTube des bibliothèques, de revoir la conférence qui va vous être proposée. Donc abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'était le petit moment de pub sur YouTube. Voilà, donc aujourd'hui, c'est un projet sur lequel nous travaillons depuis des années, et là, en l'occurrence, plus précisément depuis plus d'un an, pour vous offrir une conférence qui, habituellement, va sortir du cadre habituel de nos conférences qui sont dans un cadre marseillais, mais en l'occurrence, nous sommes en partenariat, on n'est pas peu fiers de l'annoncer, tout simplement avec le musée d'Orsay et le musée de l'Orangerie, pour vous offrir donc cette conférence consacrée à Edvard Munch. Donc, pour vous présenter notre conférencière, je vais essayer d'être assez vite et sans dérouler tout le CV, parce que sinon on en a pour l'après-midi. Donc évidemment, notre conférencière, c'est Claire Bernardi, directrice du musée de l'Orangerie, conservatrice en chef et commissaire de l'exposition Edvard Munch. Claire Bernardi est de retour pour quelques vacances dans sa ville d'origine, avant qu'elle habitait, avant de poursuivre une carrière à Paris, qui s'est, on va dire, manifestée principalement par 10 ans au musée en tant que conservatrice au musée d'Orsay, en responsabilité entre autres des peintures du musée d'Orsay et en particulier de Gauguin de l'école de Pont-Aven, pour parler de ses spécialités, et qui a donc, depuis Orsay et ensuite depuis à l'Orangerie, organisé en tant que commissaire de nombreuses expositions très vite et de tête, le douanier Rousseau, mais Apollinaire, je l'ai fait un peu dans le désordre, hein, le douanier Rousseau, Apollinaire, Soutine, 3 fois il me semble, 2 ou 3 expos consacrés à Soutine. Évidemment, on est plus près de nous le Talisman, Paul Sérusier, l'école de Pont-Aven. On est un peu plus près de nous Picasso, Rose et Bleu, 2018. On se rapproche toujours avec, dans ces dernières années, une expo organisée avec la Fondation Barnes de Philadelphie, consacrée au rapport, une expo croisée entre Soutine et de Kooning. Et donc, cette année, l'exposition consacrée à Edvard Munch, qui est l'expo phare de l'automne parisien, et donc de laquelle elle assure le commissariat, avec une presse que vous avez dû voir assez dithyrambique et une exposition magnifique. Donc évidemment, le but également de cette expo, c'est de courir, de sauter dans un TGV dès que vous en aurez l'occasion pour aller voir cette magnifique expo à Orsay. Voilà, donc Claire, je pense que ça va suffire comme présentation. Je vais essayer d'éviter les qualificatifs. Je vous remercie évidemment au nom de la bibliothèque, de nous tous, pour l'accord. Et puis je vais remercier au passage Cécile, sans qui rien de ceci n'aurait été possible. Donc je vous souhaite évidemment à toutes et tous une très belle conférence qui va durer à peu près 1 heure. On se laissera éventuellement le temps peut-être pour quelques questions après, hein, si Claire le décide. Donc merci encore pour cette venue. Et évidemment, longue vie à l'exposition Munch, longue vie également à l'exposition donc, du musée qu'elle dirige depuis le 1er février 2022, qui est le musée de l'Orangerie, que vous connaissez toutes et tous, j'imagine, en particulier pour ses très belles collections impressionnistes et post-impressionnistes, et évidemment les fameuses salles ovoïdes des nymphéas de Monet qui sont connues du monde de l'art et du monde entier. Donc très belle conférence à toutes et tous, et voilà, Claire, à vous de jouer. Merci beaucoup Serge. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être là si nombreux ce soir, ça fait vraiment très plaisir. Merci Serge pour cette introduction, du coup je vais être très intimidée pour parler maintenant. En tout cas, je renouvelle mes remerciements à Serge Briot pour cette invitation et puis
voilà, vous accepterez que je fasse des remerciements particuliers à ma sœur Cécile Bernardi, qui est là aujourd'hui. Et puis, ça revêt un sens particulier pour moi d'être là aujourd'hui, de reparler à Marseille et avec la famille dans la salle, ce qui est peut-être un des éléments les plus impressionnants parce que ça n'arrive pas en temps usuel. Et puis voilà, donc merci à tous d'être présents. Je vais passer 1 heure avec vous pour vous parler de cet artiste, Edvard Munch. Donc j'ai appris assez tardivement on disait Munch et pas Munch ou Munch, voilà, donc vous saurez. Munch, moi il faut trouver trouver un truc pour essayer de s'en souvenir, mais finalement voilà, c'est ainsi qu'on le prononce en norvégien. Edvard Munch, dont vous connaissez, je pense, tous le nom, et qui en même temps est un artiste qui, comme peu, a été finalement recouvert, peut-être pendant des années, mais peut-être maintenant encore, par une œuvre, un tableau, le Cri. Parce que finalement, ce qu'on connaît de Munch, c'est le Cri. On connaît parfois plus l'œuvre, le Cri, que le nom de l'artiste. Et c'est souvent, malheureusement, ce qu'il y a, je dirais, malheureusement et heureusement, parce que c'est aussi ce qui permet qu'on puisse le montrer aujourd'hui. Mais finalement, c'est derrière toute son œuvre semble s'être effacée derrière ce tableau. Donc finalement, l'ambition de cette exposition qui est présentée actuellement au musée d'Orsay, donc petit moment de pub, vous avez compris, j'espère que vous aurez l'occasion de la voir, mais je vous ai montré quelques photographies de cette exposition aujourd'hui, en tout cas de sa présentation et de sa scénographie. Toute l'ambition de cette exposition et puis de la présentation que je vais vous en faire aujourd'hui, c'était de montrer au-delà d'une œuvre l'ampleur de la production artistique d'Edvard Munch, un artiste qui est né du coup en Norvège, comme je le disais, en 1863, donc en plein 19e siècle, et qui est mort en 1944. Donc une œuvre et un artiste d'une très grande longévité. Et il s'agit d'explorer ici son itinéraire sur 60 ans de création, donc un itinéraire qu'il faut repenser, re-regarder dans toute sa durée et sa complexité. Donc ce que je voudrais souligner aujourd'hui, c'est en quoi la peinture de Munch occupe une place particulière, assez singulière dans la modernité artistique. C'est une œuvre finalement qui est difficilement classable dans un mouvement dont on peut faire bien sûr des comparaisons avec d'autres œuvres et d'autres artistes de son époque, mais justement qui par sa singularité fascine et fascine toujours aujourd'hui. Une œuvre qui plonge ses racines dans le 19e siècle, mais qui s'inscrit pleinement, vous l'avez compris, dans le suivant, puisqu'il couvre finalement toute la première moitié du 20e siècle. Le parcours qui est proposé dans l'exposition, et que je reprendrai dans ma présentation et dans l'organisation de ma présentation aujourd'hui, ne suit pas un fil chronologique, parce qu'il s'agissait justement de souligner à quel point finalement proposer une lecture globale de son œuvre permet de mettre en avant sa grande unité. C'est un artiste qui travaille pendant 60 ans, qui crée des milliers d'œuvres. C'est un artiste assez prolifique. Et pourtant, on retrouve toujours et sans cesse les mêmes thèmes revisités, avec une notion centrale que je vais souligner dans mon propos, qui est celle de cycle, qui est essentielle pour la compréhension de sa peinture. En tout cas, c'est ce qu'on a cherché à montrer. Vous allez le voir, Munch exprime fréquemment l'idée dans sa peinture que l'humanité et la nature sont unies dans un même cycle, celui de la vie, de la mort, mais aussi de la renaissance. Et cette vision qui intervient à la fois dans les thèmes abordés, elle intervient aussi dans la construction de son œuvre, où vous le verrez, certains motifs reviennent de façon régulière, et c'est ce terme d'obsessionnel qui n'est pas forcément négatif dans ma bouche, est vraiment important à souligner. Donc j'espère vous faire redécouvrir un univers à la fois cohérent, et en même temps toujours renouvelé, notamment dans la façon de peindre qui évolue beaucoup avec le temps. Peut-être quelques mots de la façon dont on a préparé l'exposition. Donc j'ai travaillé avec une collègue, Estelle Béguet, qui n'est pas là aujourd'hui, mais dont je voulais saluer le travail. Et pour préparer cette exposition, nous sommes partis d'un constat, c'est qu'on peut être, comme je le disais, tout à fait célèbre et pourtant complètement méconnu. Alors, on ne partait pas de rien, mais il faut savoir que, par exemple, en France, dans les collections publiques françaises, il n'y a que 2 œuvres de Munch qui sont conservées dans les collections publiques. Une, vous les voyez ici sous vos yeux, une qui est conservée au musée d'Orsay, La nuit d'été à Asgårdstrand, qui est un très beau paysage,
assez particulier, qui montre un moment précis de la carrière de Munch en 1904, mais qui n'est pas le plus, je dirais, représentatif de l'art de Munch tel qu'on se le représente, et qui a été acquis par le musée d'Orsay au moment de la préfiguration du musée dans les années 1980, en sorte de rattrapage, volonté d'acquérir des œuvres d'artistes de l'Europe du Nord, qui étaient très très peu présentes dans les collections nationales. Il faut savoir qu'à l'époque déjà, il y a plus de 30 ans, quand cette œuvre a été achetée, les œuvres de Munch étaient très rares sur le marché et que ça continue encore plus maintenant. C'est des œuvres très difficiles à obtenir et très chères. L'autre œuvre qui est conservée dans les collections publiques, c'est aussi très lié à la collection elle-même, c'est au musée Rodin, puisque ce que vous voyez sous les yeux, c'est une œuvre de Munch qui représente le penseur de Rodin dans le parc du docteur Linde, qui était un des mécènes de Munch et qui avait un des bronzes du penseur, puisque c'est une œuvre qui existe en plusieurs exemplaires, en plusieurs bronzes, dans le parc d'un des mécènes les plus importants de Munch. À part ces deux œuvres-là, il fallait aller ailleurs pour trouver les prêts. Et donc, nous avons l'œuvre du musée d'Orsay dans l'exposition, mais c'est avant tout en Norvège et dans les pays de l'Europe du Nord, et puis dans quelques collections particulières, mais très rares, que l'on peut trouver des œuvres de Munch. Vous avez peut-être pu voir d'autres expositions de Munch en France. 3 expositions monographiques ont été réalisées dans les dernières décennies en France. Une déjà au musée d'Orsay, mais il y a longtemps de cela maintenant, qui était une monographie, mais très précise, consacrée au lien de Munch avec la France, puisque Munch a séjourné en France à plusieurs reprises, et qui avait déjà eu lieu donc, au musée d'Orsay, mais une exposition plus resserrée, je dirais, et qui mettait en lien son œuvre avec celle des impressionnistes ou des symbolistes. Et puis, plus récemment, peut-être des expositions que vous avez pu voir, une exposition à la Pinacothèque de Paris, Munch ou l'Anticri, parce qu'il n'y avait pas le cri, il n'y a pas non plus dans notre exposition, mais je ne l'ai pas appelé l'Anticri. Et l'autre exposition, il y a 10 ans maintenant, presque 11 ans, qui a beaucoup marqué et qui était une très très belle exposition au Centre Pompidou, L'œil moderne, une exposition très novatrice parce qu'elle montrait justement l'importance de Munch pour le XXe siècle et le regard de Munch au sein du XXe siècle, l'importance notamment de son regard sur la photographie et sur l'image animée dans son œuvre. Donc, le parti pris de l'exposition que je vais vous présenter aujourd'hui était forcément de repartir sur d'autres bases, de ne pas refaire ce qui avait été fait excellemment le Centre Pompidou il y a quelques années, mais justement de montrer cette ampleur de son travail en partant du constat que nous présentions ces œuvres au musée d'Orsay, un musée du XIXe siècle, qu'il n'y avait pas forcément besoin de montrer d'autres artistes que l'œuvre de Munch dans l'exposition, puisque finalement ces œuvres-là, on les voit dans le musée d'Orsay et qu'on peut aller dans les collections permanentes pour voir à quel point Munch, bien sûr, était un enfant de son siècle et à quel point, je soulignerai, certaines œuvres sont très proches d'autres artistes de son époque, mais aussi à quel point très très vite il a trouvé une voie particulière et créé une œuvre très singulière. Je vous montre juste quelques vues de l'exposition avec cette première salle qui s'intitule De l'intime au symbole, dont je vais reparler des œuvres qui sont dans cette première salle. Et puis la seconde salle ici, que vous pouvez voir ici, c'est quelques vues de l'exposition que je passe assez vite. Mais pour que vous voyez que peut-être, on le voit dès maintenant, alors là on voit l'exposition vide, hein, mais à quel point... on a cherché avec les scénographes de l'exposition, donc le scénographe Maciek Fischer, à proposer une exposition qui soit volontairement, je dirais, resserrante pour le nombre d'œuvres. C'est une grande exposition, une exposition assez longue, mais dans laquelle on peut voir une centaine d'œuvres, qui n'est pas du tout un record pour le musée, parce que j'ai volontairement fait une sélection très très drastique des œuvres présentées, afin de montrer des œuvres très fortes qui respirent entre elles et en même temps de donner là aussi sa place à l'œuvre gravée et dessinée de Munch. Donc montrer beaucoup de peintures, mais aussi des gravures, même des matrices de gravures, les bois qui ont permis à faire les gravures, et puis de permettre au regard du visiteur, même quand il y a du monde, de circuler entre les œuvres. Donc la scénographie elle-même est très ouverte, avec comme une sorte de ruban qui fait se déployer les œuvres, avec des salles très ouvertes qui permettent de faire dialoguer les œuvres, et vous verrez, je pense, pourquoi. Donc peut-être
le seul moment chronologique de cette présentation, ça sera ce moment où je vais présenter quelques œuvres qui s'ouvrent sur des réalisations de Munch dans les années... quand il avait à peu près 30 ans, à la fin des années 1880, au début des années 1890, pour montrer à quel point, dès ce moment-là, Munch, finalement, pose les bases de son art à venir. On voit à quel point, donc je vais le montrer un peu plus loin, Munch est largement autodidacte. Il s'initie au dessin et à la peinture en famille, finalement, par sa tante, Karen Bjølstad, désolée, j'ai pas encore un norvégien très fluide, mais qui l'élève, lui et puis ses frères et sœurs, au décès de leur mère. Donc, peut-être, je fais pas de grandes fresques biographiques, mais juste pour donner quelques éléments, quelques repères biographiques de la vie de Munch, parce que son art est extrêmement lié à sa vie et aux premières années de sa vie et au drame qu'il a vécu dans sa vie. Donc Munch perd sa mère à l'âge de 5 ans, en 1868. Et puis, donc c'est sa tante Karen Bjølstad qui l'élève avec ses frères et sœurs, une fratrie assez importante. Son père est médecin militaire. Il ne gagne pas très bien sa vie, donc ils ont une vie assez rude les premières années. Son père les élève dans une piété très forte. Leur père est très religieux, notamment après la mort de sa femme encore plus. Il vit une série de drames à l'âge de l'enfance, puisque après sa mère, c'est sa sœur aînée, Sophie, qui meurt à l'âge de 15 ans de la tuberculose. Donc il lui-même est dans de conditions physiques très fragiles et a failli mourir au moment où sa sœur est décédée. Il la voit sur son lit de mort et il la représente à plusieurs reprises, vous le verrez dans sa peinture. Et puis, il perdra plus tard son frère et une de ses sœurs sera là toute sa vie, mais je dirais avec une santé mentale très fragile et ira en hôpital psychiatrique et en clinique la plupart de sa vie. Il en parle beaucoup, hein, c'est cette vie tragique hein, qui l'accompagne durant ces 30 premières années, qui finalement sera aussi le sujet principal de sa peinture jusqu'à la fin de sa vie, à l'âge de 80 ans. Donc je le disais, Munch est largement autodidacte. Il suit quelques mois cependant de cours de dessin au Collège royal de dessin d'Oslo. Et finalement, c'est plutôt au contact de ses pairs qu'il se forme. Il loue un atelier dans le même immeuble qu'un des peintres les plus connus du moment, Christian Krog, qui lui donne des cours très informels de peinture, plutôt une peinture réaliste, assez intimiste, qui montre des intérieurs et qui présente déjà un morceau de peinture qui sera très renommé à l'époque, d'un enfant malade justement. Et il est marqué par les centres d'intérêt de ce peintre et s'intéresse au naturalisme et à l'impressionnisme, qui connaît un fort écho dans la presse norvégienne, donc l'impressionnisme qui a déjà le vent en poupe en France, mais qu'il ne connaît au départ que par la reproduction. Donc c'est à partir de la reproduction dans des revues qu'il rencontre l'impressionnisme avant de décider d'aller à Paris. Donc il voyage très tôt à Paris, dès 1885, et c'est sans doute aussi à ce moment-là qu'il prend connaissance des recherches synthétistes d'Émile Bernard ou de Paul Gauguin. Vous voyez ici, c'est dans sa famille qu'il prend modèle. C'est finalement, comme souvent les artistes, quand ils commencent, c'est sa famille qui lui sert de modèle, et c'est ses sœurs qui sont les modèles de sa première peinture. On le voit, hein, l'importance du fait biographique dans son œuvre est très présent à ce moment-là. Des portraits déjà très investis d'une forte dimension psychologique qui annoncent son tournant ultérieur vers le symbolisme. Ici, vous voyez une œuvre qui ouvre l'exposition, Heure du soir, un très beau tableau de 1888, à un moment où vous voyez que la touche et surtout le choix des couleurs très claires, ce bleu, ce vert, et ce jeu sur les complémentaires entre le rouge orangé et le bleu et le vert, est très proche des recherches impressionnistes du moment.
Il représente ici sa sœur Laura, dont je venais de vous parler, qui souffre de maladies psychiatriques. Et vous voyez d'ailleurs dans ses yeux quelque chose des yeux qui semblent regarder ailleurs ou en elle-même, un regard un peu perdu et un regard de profil. Une pose aussi, une pose avec ce corps qui est montré de profil sur le côté de la toile, que l'on retrouvera beaucoup dans l'œuvre de Munch par la suite. Cette pose de la mélancolie qu'on retrouve et qui est une sorte de leitmotiv dans la peinture occidentale et qu'il campe dès ces années 1888. On retrouve cette pose avec je dirais presque en miroir, avec ici un portrait, qui est plus qu'un portrait, mais qui est une représentation déjà, vous le voyez, symbolique, avec ce portrait de femme inscrit dans la nature, avec ce paysage de bord de mer, avec ces roches très rondes, caractéristiques des rivages des fjords de la Norvège, où ils vont se promener. On est ici à Asgardstrand, donc ce village qui est un village près d'Oslo, où la famille de Munch a une maison et où il se retrouve. Et ici, c'est Inger, sa plus jeune sœur, la cadette, qu'il représente sur la plage, avec toujours cette représentation d'un coin de nature et cette robe d'été, ce chapeau, qui font penser aux toiles impressionnistes qu'il a pu voir déjà à Paris, mais avec une touche beaucoup plus synthétiste. Alors, cette idée de la synthèse, c'est l'idée de représenter par certaines formes, avec des formes très planes, représentées sur la toile en quelques coups de crayon, avec un cerne qui vient cerner les formes, donc quelque chose qui vient faire le contour des formes. Vous voyez qu'ici, on n'a plus les petites touches impressionnistes qu'on a pu voir, par exemple, dans l'heure du soir, mais des grands aplats de couleurs cernés par une ligne continue. Donc on voit ici dans les rochers et puis dans le tracé de la robe. Ce qu'on voit aussi, et notamment dans cette œuvre ici, c'est un goût pour la peinture de son temps, mais aussi celle des Anglais, notamment Whistler. C'est les Américains, les Anglais, la peinture plus mondaine de ce moment-là qui l'intéresse aussi, mais aussi une peinture qui va à l'essentiel et qui se débarrasse justement du superflu de la représentation de détails pour aller vers l'essentiel de la représentation de la figure et de son caractère. Ici, c'est à nouveau Inger, dont vous allez apprendre à reconnaître les traits d'une toile à l'autre, avec ce visage très ovale, ce corps très longiligne qui est représenté dans ce beau portrait en pied, qui est un des rares portraits en pied qu'il réalise à ce moment-là. On voit ici d'ailleurs, je vais vous montrer une petite photo de cette petite cabane, donc cette maison familiale à Asgardstrand, donc cette maison où ils allaient pendant les vacances. Et vous voyez ici, je ne sais pas si je peux vous le... Non. Bon, je vous le décris, mais toute la famille, avec Munch en train de peindre devant la maison, avec son chevalet. Donc vous voyez qu'il peint sur le motif, hein, comme les impressionnistes à ce moment-là. Et puis son frère à l'arrière avec le petit canotier, les sœurs et la tante, Karen, toutes de noir vêtues sur le côté près de la balustrade. Et ce paysage caractéristique qui était la source d'inspiration de nombre de ses peintures. Et puis, qui ouvre l'exposition et qui ouvre mon propos ici, ce portrait un peu décalé d'un artiste, non pas d'un artiste d'ailleurs, mais d'un écrivain, qu'il représente un peu comme un dandy sur son canapé, Hans Jäger, qui était un ami là aussi, donc c'est vraiment son cercle intime qu'il représente au départ, qui était une figure importante de la bohème de l'époque. Alors, Oslo s'appelait Christiania à ce moment-là. La bohème de Christiania était un cercle d'écrivains, de poètes, de peintres qui étaient libres penseurs. Hans Jäger avait des idées anarchistes très
très affirmé. Il a d'ailleurs fait quelques mois de prison pour atteinte aux bonnes mœurs à ce moment-là, à la sortie de son livre, qui avait été un gros scandale dans l'atmosphère de la Christiana de l'époque. Et c'est une figure importante pour Munch, qui fréquente volontiers ces milieux marginaux, aussi bien en Norvège que lors de ses séjours en Allemagne. Il se représente lui-même en dandy, je dirais, avec une lavalière et non pas la cravate qui était l'attribut du bourgeois de l'époque. Il se représente avec un costume sombre, mais quelque chose de très, je dirais, de très mystérieux, à la fois dans la représentation et dans le regard. Et cet autoportrait à la cigarette qui ouvre l'exposition montre un artiste qui se représente presque comme un acteur, au milieu d'un fond abstrait, noyé par la fumée de la cigarette. Là aussi, la cigarette était vraiment l'attribut de cette bohème de Christiana. Ici, c'est un moment en 1895, vous voyez qu'on a déjà avancé un petit peu dans le temps, où Munch se mêle à un milieu artistique très dynamique, berlinois, qui se retrouve tous les soirs dans la même taverne qui s'appelait au Porcelet Noir, zum Schwarzensferkel. Et dans cet endroit où il retrouve d'autres artistes, mais aussi des écrivains, des dramaturges, c'est le moment où il rencontre August Strindberg, qui est un des plus grands dramaturges suédois du XXe siècle. Donc à la fin du XIXe siècle, il découvre toute cette scène et il se représente, il s'affirme dans une certaine marginalité, comme on le voit dans cette représentation. Il faut savoir que quand Munch peint cet autoportrait, au début des années 1890, il commence à avoir un certain succès, mais un succès de scandale, un scandale qu'il cherche presque à attirer dans les premières expositions qu'il réalise à ce moment-là. Et ce portrait particulièrement a été reçu par la critique de façon très négative, ce qui lui a permis après d'avoir un certain souffle dans les œuvres qu'il allait présenter ensuite, qui lui a permis de revenir à Oslo avec une certaine réputation. Et donc en Allemagne, les critiques ont souligné le fait donc, qu'il se représentait lui-même sur ce fond sombre qui semblait être dans une toile qui paraissait être non finie, comme s'il n'avait pas fini de réaliser sa peinture. Vous voyez qu'il volontairement il crée cette toile avec des aplats de peinture, comme on l'a vu tout à l'heure, mais avec une opposition entre la représentation presque très précise du visage, avec des yeux très, très marqués, très cernés, une main qui semble être peinte avec beaucoup de précision, et en même temps quelque chose de complètement relâché dans la façon de peindre, notamment dans le fond. On dirait qu'il a lancé des traces de peinture, il a laissé des coulures. Je n'ai pas de petits prompteurs, mais vous voyez des coulures au bas de la toile. Et ça, c'est un effet extrêmement volontaire de sa part, un effet à la fois provocateur, mais aussi une volonté de dire maintenant, nous allons réaliser une nouvelle peinture, et voilà ce que je vous propose, une sorte de manifeste de sa peinture à venir et de celle qu'il réalisera des décennies durant. Et c'est ce qu'il fait d'ailleurs à ce moment-là. Un des éléments sur lesquels je souhaitais insister dans cette présentation et sur laquelle on insiste dans l'exposition, c'est l'importance des écrits pour Munch. Il écrit toujours. Il n'a pas publié de son vivant. Il a publié quelques poèmes pour accompagner sa peinture. Donc il écrivait des très courts textes qui étaient parfois qui accompagnaient le livret, le catalogue de l'exposition, pour expliquer un peu sa peinture ou la rendre encore plus peut-être difficile et symboliste pour les gens qui la regardaient. Mais on a retrouvé beaucoup de carnets de notes, beaucoup d'extraits de ses journaux dans son atelier. L'ensemble de ses écrits et de ses toiles ont été légués par l'artiste à la ville d'Oslo, et c'est pourquoi on a un matériel extraordinaire maintenant à présenter au public et dans lequel j'ai pu puiser assez largement pour cette exposition.
Donc parmi ces éléments de notation, il donne des éléments qui sont comme des manifestes qu'il aurait pu publier parlant de la nouvelle façon de peindre. On ne doit plus peindre d'intérieur, de gens qui lisent et de femmes qui tricotent. Donc ça, il bat d'un revers de main l'ensemble de la peinture de la fin du 19e siècle qui était présent notamment en Allemagne, à Munich, puis qui était l'endroit où les artistes se formaient à l'époque. Ce doit être des personnes vivantes qui respirent et s'émeuvent, souffrent et aiment. Je vais peindre une série de tableaux de ce genre. Les gens en comprendront la dimension sacrée et ils enlèveront leur chapeau comme à l'église. Vous voyez le côté à la fois provocateur et très formel. Il s'agit vraiment d'un manifeste pour lui. Cette dernière phrase sur la dimension sacrée de son œuvre est intéressante parce que il a rejeté la dimension religieuse, je dirais l'éducation religieuse qu'il avait eue de par son père et sa mère avant sa mort. Il a toujours dit ne pas vouloir vivre dans la religion et il a voulu substituer à la religion de sa famille la religion de l'art qu'il allait présenter au public. Et en même temps, c'est toujours, vous allez le voir, en puisant souvent dans une iconographie religieuse et chrétienne qu'il affirme sa nouvelle voie. Ce qui est important aussi, c'est l'idée d'une nouvelle série de tableaux de ce genre, et c'est ce sur quoi j'ai insisté dans cette exposition. Peut-être avant souligner l'importance d'un certain nombre d'œuvres qu'il montre en même temps que ce texte manifeste. Au début des années 1890, là il s'agit d'une œuvre, L'Enfant malade, dont nous montrons une version de 1896, mais dont la première version a été réalisée en 1886, 10 ans auparavant, ce qui me permet de souligner à quel point l'œuvre de Munch est tout le temps et aussi un art de la reprise. Il retravaille sans cesse sur différentes versions de son œuvre, et je vous en montrerai, vous allez découvrir souvent les mêmes thèmes, les mêmes motifs repris sans cesse, mais avec, je dirais, une évolution et un renouveau, une inventivité constante. Cet Enfant malade est finalement un morceau, je dirais, à la fois d'une très grande force et aussi un morceau de bravoure pour lui à ce moment-là, quand il le présente pour la première fois. Munch s'inspire d'un moment qu'il a vécu. Quand il accompagne son père médecin dans ses tournées, quand il est plus jeune, son père a soigné beaucoup d'enfants et de jeunes filles de la tuberculose, la même maladie qui lui a fait perdre sa sœur. Et donc il arrive un jour chez une jeune fille mourante et qui lui rappelle bien sûr immédiatement sa sœur aînée morte de tuberculose quand Munch avait à peine 14 ans. Donc il peint ici l'agonie de cette jeune fille avec à l'esprit la projection de la mort de sa propre sœur. La première version, 10 ans avant celle-ci, a été très difficile à peindre. Il ne parvenait pas à rendre la justesse de son souvenir, il le dit dans ses écrits. Et il gratte la toile, il la repeint à plusieurs reprises pour arriver au meilleur effet. Il finit par laisser une surface picturale très accidentée, presque torturée, qui a fait scandale lors de la première présentation de l'œuvre en 1886. Celle que je vous présente en 1896 est étonnamment très proche de cette première version, même dans ce côté non fini et dans ce côté accidenté de la surface picturale. On lui reproche justement le côté non fini. Là encore, hein, vous voyez, on est dans les mêmes tons, dans la même façon de peindre, avec la même touche très très enlevée qu'on a déjà vu dans l'autoportrait à la cigarette que je vous ai montré tout à l'heure. Et c'est vraiment une constante dans l'œuvre de Munch, mais ici, on le voit encore plus dans le fait qu'il va jusqu'à gratter la toile. Alors là, il faut me croire sur parole, mais si dans tout le bas de la toile, on voit des griffures sur la surface. Et ce qui est intéressant, c'est que dans une version qui est 10 ans plus tard, qui lui a été commandée par quelqu'un, il y a toujours cette même véhémence et cette même violence dans la façon même de peindre qui montre à la fois le côté très gestuel et le côté très physique
de son rapport à la peinture, mais aussi le fait que ce motif-là particulièrement, il ne l'épuisera finalement jamais. Une autre œuvre de la même période qui est à la fois extrêmement forte et extrêmement dérangeante, qui s'appelle Puberté. C'est un motif peut-être plus isolé dans l'œuvre de Munch. Je dis assez isolé parce qu'il n'en existe que 2 ou 3 versions seulement, ce qui est assez rare dans son œuvre. Il va parfois jusqu'à peindre 5 ou 10 versions de la même toile, ce qui ouvre un pan très important de sa création, la question de la représentation de la femme et l'ambivalence des images dans la représentation de la femme. C'est un tableau qui, je pense pour tous, est assez dérangeant. Il y a un sentiment de malaise qui s'en dégage avec cette très jeune fille à peine pubère qui est nue, assise sur le côté du lit, qui se cache avec ses bras et regarde directement le spectateur. Elle nous regarde dans les yeux. Il y a quelque chose de très fixe dans son regard, comme dans beaucoup de représentations des œuvres de Munch. On voit dans ce tableau où il n'y a rien d'autre comme élément de contexte que ce lit, une ombre projetée, comme on le voit souvent, vous allez le voir dans les portraits qu'il réalise, une ombre projetée sur le mur qui peut être liée à la direction de la lumière sur la gauche, mais qui est qui a un aspect, qui forme un motif qui semble menaçant, qui, là, je pense que vous pouvez le voir, malheureusement peut-être pas très bien là, mais qui, dans l'ombre elle-même, on devine un visage avec une bouche et des yeux. Donc il y a comme un personnage caché dans cette toile, qui est très probablement un repeint de l'artiste. Donc l'artiste aurait peint peut-être un premier visage et un autre personnage qu'il aurait repeint par l'ombre portée, mais qui peut aussi créer le sentiment d'une présence menaçante dans l'œuvre. Donc ces œuvres sont présentées dans le même espace qu'une œuvre qui, j'allais dire, peut-être pour vous, et en tout cas pour moi, pour tous, est ce qu'on croit connaître beaucoup mieux de l'œuvre de Munch, parce que par la couleur, par la composition, par la structure de la peinture, c'est une œuvre qui nous rappelle ce qu'on connaît de son œuvre et qui a fait son succès. À la fois quelque chose de très je dirais, efficace dans la représentation, avec une diagonale très forte qui structure la toile, une synthèse dans les formes. Donc j'ai parlé de synthétisme tout à l'heure, mais il reprend toujours ces grands aplats et puis ces cernes noires qui cernent les figures. Et puis surtout ce jeu très fort sur les couleurs, avec ce rouge très violent, qui vient en contraste avec sa complémentaire, le bleu, qui prend les 3/4 de la toile. Il faut savoir que cette œuvre, finalement, il la réalise presque au même moment que les œuvres que vous avez vues, que je viens de vous présenter. L'homme au premier plan est sans doute un autoportrait caché, là aussi un écho à un événement autobiographique, puisque j'en reparlerai plus tard, mais c'est à un moment où il se promène sur un pont qui est près d'Oslo et il voit ce soleil rougeoyant de fin de journée, de ce coucher de soleil qui apparaît brutalement dans le paysage et qu'il veut peindre dans cette toile. Cette première toile, il l'appelle Désespoir. Je dis cette première toile parce qu'elle fait partie d'un cycle et il en parle comme son premier élément d'une série. Il l'appelle Désespoir ou encore Humeur malade au coucher du soleil. Et cette idée d'humeur même, on la retrouve beaucoup chez Munch, cette idée de représenter cette angoisse ou ce désespoir ou cette humeur en effet qui est la sienne propre dans la projection sur le paysage. On voit déjà ici un des axes majeurs dans l'œuvre de Munch, qui est la résonance entre la nature et l'humain, et le fait que l'homme, il projette dans sa peinture ses sentiments dans la nature,
avec cette vision d'un grand tout dans lequel l'homme s'inscrit, qui est celui de la nature. Donc l'homme s'inscrivant dans la nature, c'est finalement le sentiment humain qui est projeté dans la nature autour. Et finalement, ce rouge du ciel que vous voyez là serait comme cette humeur malade, cette humeur au sens des humeurs qu'on a en soi-même, qui sont représentées dans le paysage. Dans ce carnet de croquis, je voulais vous montrer qu'on a retrouvé donc dans ces affaires, on voit que Munch, là encore, accompagne de ce premier dessin, qui est le croquis, vous voyez, de cette toile que je vous montre là, il accompagne son dessin d'un texte. Et c'est un manuscrit d'une des premières versions de ce texte qui accompagne le cri dont j'ai parlé tout à l'heure, et donc qui date de 1892. Et c'est la preuve, et aussi ce que dit Munch lui-même, c'est que le désespoir est en fait le premier cri pour Munch. Il dira 30 ans plus tard, désespoir aura été mon premier cri. Donc il considère là encore cette œuvre au sein d'un cycle d'œuvres et non pas comme une œuvre unique. Et c'est pour ça que donc ce qu'on présente dans l'exposition, c'est la raison pour laquelle j'en ai parlé au début. Nous avons souhaité dans l'exposition présenter les œuvres dans une scénographie, une présentation très très ouverte pour montrer les œuvres dans leur dialogue entre elles. Parce que Munch n'a jamais conçu ses œuvres comme des œuvres isolées finalement, et qu'il disait qu'on n'avait pas bien compris ses œuvres parce qu'elles étaient montrées dans des expositions avec d'autres artistes, isolées, sans contexte, et que finalement ce qu'il voulait montrer, c'était à quel point son œuvre était d'une grande cohérence, et que ce qu'il voulait montrer, c'était cet ensemble des œuvres, la frise de la vie, comme il l'expliquera plus tard. Là, c'est un texte de 1919, mais qui revient sur ce qu'il a fait avant, comme une série cohérente de tableaux qui doivent donner un aperçu de la vie. Et finalement, c'est ce qui constituera la colonne vertébrale de son travail, c'est son grand œuvre, comme il le dira, c'est qu'il a pensé à une fresque, une sorte de poème. C'est d'ailleurs ce qui a donné son titre à l'exposition, un poème de vie, d'amour et de mort. C'est une citation de Munch lui-même, un poème qui représente les différentes phases de la vie d'un homme ou d'une femme, de la naissance de l'amour à la mort. Mais ça ne finit pas là, parce qu'il y a toujours cette idée de cycle de la vie et du fait que de la mort renaît la vie. Donc c'est le... Je regarde si je parle trop. Ça va. Très bien. Donc dans cet ensemble d'œuvres qui structure, je dirais, l'ensemble de l'œuvre de Munch et qu'on présente au sein de l'exposition, on voit tous ces grands motifs qui se répondent entre eux. Et finalement, c'est comme une sorte de grand poème, comme je le disais. Commençant comme une sorte de narration, finalement, il le fait dans ses écrits, mais il le fait aussi dans sa peinture. Il fait une histoire et il la déploie devant nous. Une histoire qui commence par le baiser, la naissance de l'amour, avec cette union des corps autour du simple baiser. Il s'agit ici d'une œuvre de 1897, mais je pense que je l'ai assez dit, mais il faut savoir qu'il y en a plusieurs versions, je ne vous mets pas à chaque fois toutes les versions, mais c'est une des œuvres les plus réussies, je trouve, celle-ci de ce cycle, et dans laquelle on voit les deux corps fusionnés uniquement par le visage. Et vous voyez ici, donc je me rends compte que la projection fait que c'est très rouge. C'est dommage parce que moi, c'est très bien sur mon écran. Voilà. Donc, vous saurez qu'il faut enlever un filtre rouge sur toutes les images, d'accord? Et donc, il faut savoir que du coup... Ah oui, en effet, ouais. Du coup, le visage est plutôt dans les violets roses. Je vais vous décrire les couleurs, avec un fond en effet bleu-violet. Et puis, ces deux corps qui s'étreignent, où on voit finalement... je trouve ça assez admirable la façon dont il le fait. Je vous avais parlé de cette façon de cerner les formes, mais vous voyez que le cerne ici... Alors d'habitude, il me manque mon petit... j'ai pas de crayon, je voulais faire comme les maîtresses, mais vous montrer qu'il y a une ligne
une ligne de contour qui relie les deux êtres entre eux, et que finalement cette ligne-là, elle ne distingue plus l'homme et la femme, mais qu'elle fait vraiment le contour autour des deux corps. Et qu'au-delà, je vous avais parlé tout à l'heure dans Puberté de cette ombre projetée, ici, finalement, il y a une sorte de vague, plusieurs vagues, qui semblent comme des ondes, en fait, qui semblent cerner à nouveau les deux corps, comme s'il y avait une sorte de mouvement, de petits mouvements qui se créaient autour de ces deux êtres, mais surtout comme si ils étaient compris dans une sorte de bulle, hein, comme une sorte de cocon, dans lesquels l'homme et la femme sont unis entre eux. Et vous voyez que, là encore, il joue sur le degré de précision. Il va vraiment à l'essentiel. Des deux visages, il n'y a plus qu'une seule oreille. C'est la seule chose qui reste de la description de la tête. Et les mains, elles, sont à peine décrites, à peine évoquées. Elles deviennent comme des simples organes qui permettent d'enlacer. Et les corps, les vêtements, permettent de faire fusionner. Il y a quand même un tout petit élément de contexte qui rappelle le monde réel aux deux amoureux. C'est le coin de fenêtre. Et vous voyez qu'il y a le rideau qui fait une diagonale avec à l'arrière quelques petits traits qui sont en fait des silhouettes. Alors je ne sais pas si vous le voyez bien ici, mais on voit des passants de la rue qui sont là, un rappel très clair pour lui de toiles impressionnistes qu'il a vues, et notamment de quelques caillebottes où on voit la vue de Paris et les chapeaux haute forme des hommes qu'on voit depuis très haut. Je vous parlais de cette ligne qui enserre les corps et de ce jeu sur l'ombre projetée qui devient un élément à part entière, comme un nouveau personnage dans la toile. Et ici, cette œuvre qui s'appelle Vampire, alors j'ai mis ici que son dernier titre, mais Vampire est une œuvre qui avait comme premier titre, donné par l'artiste lui-même, Amour et douleur. C'est beaucoup plus littéral, beaucoup plus, je dirais, voilà, c'est une sorte de manifeste de ce qu'il veut faire, amour et douleur, c'est-à-dire à la fois le moment de l'amour et le moment aussi où ça commence à devenir très douloureux comme sentiment. Et finalement, c'est un de ses amis, qui était un écrivain, qu'il a rencontré à Berlin, parce que c'est le moment où il vit à Berlin, Stanislas Przybyszewski, qui lui propose Vampire comme titre. Et ce qui est intéressant, c'est que alors, à ce moment-là, l'image du vampire, cette icône populaire devient très présente dans les cercles littéraires du moment. Et Munch décide de reprendre à son titre ce terme de vampire, et il présentera cette œuvre comme vampire dans d'autres présentations. Vampire, pourquoi ? Parce que la femme qui est en train d'étreindre l'homme est aussi en train au niveau de sa nuque, et on peut penser qu'elle est en train de lui sucer son sang. Vous avez vu qu'en plus elle a ses longs cheveux roux qui viennent comme des lianes l'entourer, donc il y a quelque chose de très ambivalent, hein, dans la représentation de la femme ici. Et puis encore cette ombre qui plane à l'arrière et qui vient renforcer ce sentiment, je dirais, d'oppression et d'atmosphère fermée et resserrée sur le motif de cette œuvre, qui est un des chefs-d'œuvre de cette période, je pense. Vous voyez qu'avec quelques traits, avec quelques touches de couleur, il oppose des éléments de l'image. Alors, je vais regarder ce côté-là, on le voit bien quand même. Vous voyez ces traits bleus qui viennent cerner les mains et le haut au niveau de l'ombre, et qui viennent s'opposer, là encore, hein, dans des complémentaires de couleurs avec ce rouge de la chevelure. Donc le discours de Munch autour de cette frise de la vie, je dirais, c'est vraiment un discours, hein, qui s'élabore et qui se complexifie au fil des expositions qu'il fait. Munch, finalement, sera un artiste très moderne en quelque sorte, puisque dès le milieu des années 1890, il décide de prendre plus ou moins en charge sa propre carrière. Et plutôt que de faire confiance dans les commissaires d'exposition et d'accepter de prêter des œuvres un peu partout, il décide de présenter ses œuvres uniquement quand elles sont présentées en exposition personnelle.
il ne veut plus présenter d'œuvres, il ne prête que très peu d'œuvres dans des expositions collectives. C'est une forme de stratégie qui marche très bien, d'abord parce que du coup, l'idée étant de faire comprendre son œuvre mieux, mais aussi finalement la vendre. Hein. Il a vraiment une stratégie, ce qui a été très très peu dit par les critiques d'art, par l'histoire de l'art jusqu'à récemment, parce il y a toujours ce mythe de l'artiste maudit qui a très mal vécu de sa peinture, comme on le fait souvent comme on le dit pour beaucoup d'artistes de cette génération-là. Mais dès les années 1905-1910, il commence à très bien vivre de son travail et à trouver finalement une sorte de logique dans la présentation de ses œuvres. Je vous en parle parce que finalement, même dans cette toile qui s'appelle Vampire, il y a aussi, il la présente à plusieurs reprises dans différentes configurations et sous plusieurs versions. Mais c'est une des versions les plus complètes, sera celle qu'il présente, celle de 1902 à Berlin, pour l'exposition de la sécession de Berlin. Et c'est cette présentation de 1902 qui a guidé l'accrochage et les œuvres que je vous montre aujourd'hui, donc dans le choix des œuvres qui sont présentées. Donc vous l'avez vu, de la naissance de l'amour, on arrive vers un moment de fusion qui n'est pas sans angoisse, mais qui arrive à un moment aussi de séparation possible entre les êtres, avec toujours l'idée derrière de la jalousie et de l'ambivalence de la femme, donc ici représentée par deux femmes, une blanche, une en robe blanche, une en robe rouge, qui semblent se tourner le dos et qui sont là encore peut-être des représentations de deux voix qui s'offriraient à l'homme, avec, je voulais vous le souligner, ce rivage qu'on voit très présent, qui est le rivage, ces cailloux roses, ce bord de rivage que l'on retrouve d'une œuvre à l'autre et qui semble faire le lien entre chaque tableau. Alors vous avez vu au début, dans Le Baiser et le Vampire, il y avait comme un gros plan sur les personnages, mais on retrouve, vous voyez, cette ligne du rivage qu'on retrouve d'une œuvre à l'autre. Et dont il parle plus tard comme une volonté de montrer vraiment ses œuvres en série et de montrer le lien par la nature qui relie les êtres entre eux. Donc il y a toujours cette idée d'un lien entre les œuvres, entre les personnages, par la représentation de la nature qui l'environne, du paysage. Cette œuvre Mélancolie, là encore, vous avez vu, on reprend finalement des premiers schémas qu'on a vus au tout début de la présentation. Je vous ai montré le portrait d'Inger ou le portrait de Laura. Il reprend cette pose de la mélancolie, mais là de façon beaucoup plus, je dirais, synthétique et efficace, avec cette représentation d'un de ses amis. C'est probablement un ami qui a posé pour lui, un critique d'art, Jape Nielsen, qui vient de perdre l'amour. Donc là, on est passé, si vous voulez, dans la narration de la frise de la vie à l'étape d'après, qui est la perte de la femme aimée, le moment de la mélancolie après la jalousie. Et il est plongé dans l'amertume à ce moment-là de voir. Alors il y a l'histoire personnelle toujours derrière la grande narration très symboliste, hein, qu'il propose. Et Jape Nielsen à ce moment-là venait de voir sa maîtresse Oda Krog. Donc je vous ai parlé de Krog tout à l'heure, le peintre avec lequel Munch était ami. Et en fait, Jape Nielsen et Oda avaient une histoire, et Oda a décidé de redevenir à son mari et de se remettre en couple avec son mari. Et on voit ici Jape Nielsen, mélancolique, attristé en premier plan, alors que le couple à l'arrière, vous le voyez peut-être, deux petites silhouettes sur la berge, en train d'aller prendre une barque, qui sont une représentation du couple uni. Vous avez peut-être vu toujours dans cette berge une représentation très très schématique de la nature, avec toujours ces gros rochers qui sont vraiment caractéristiques de ces environs d'Oslo, et parfois des rochers qui, on ne sait plus si ce sont des rochers ou des formes animales. Je ne sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure, voilà là, mais on a ce rond que vous voyez là, en fait c'est probablement un renard ou un chien. Il est très difficile
difficile de repérer ce que c'est, mais c'est une forme animale. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup aussi chez son contemporain Gauguin, dans les toiles de Tahiti. Et on pense très clairement, il a pu voir des œuvres de Gauguin à Paris. Ah oui, non, mais je parle vraiment trop, en fait. J'espère que... je vais être plus rapide sur la fin, je suis désolée. J'avais mis un minuteur, mais il n'a pas fait l'effet escompté. Et toujours dans cette grande frise de la vie, finalement, le moment le plus marquant et le plus dur de cette narration, c'est le moment où l'homme se retrouve seul face à ses pairs, où il se retrouve à la fois dans l'angoisse, seul face à ses angoisses et l'angoisse de la foule qui est devant lui, comme dans cette soirée sur l'avenue Karl-Juan, une œuvre très forte, de très grand format, qui est impressionnante parce qu'on voit cet homme à redingote qui semble s'opposer partir en sens inverse de la foule qui vient vers nous, avec ses regards presque caricaturaux. Vous voyez que chaque visage, on dirait presque des fantômes avec des yeux presque exorbités. On est vraiment dans une représentation complètement antinaturaliste. Là, il n'y a plus du tout de volonté de représenter des portraits, mais de montrer quelques traits qui vont à l'essentiel, qui est finalement la projection que l'homme a de ses angoisses sur la personne qui le regarde. Et nous, on voit cette angoisse dans les personnes qui sont face à nous. Et finalement, c'est la projection de l'angoisse du peintre qu'on voit partir dans l'autre sens, puisque c'est probablement un autoportrait caché de Munch partant dans l'autre sens sur cette grande avenue Karl-Juan. Munch, toujours, encore une fois, écrit beaucoup et commente ses œuvres dans son journal. Et puis, il fallait quand même que je vous montre le cri. Ah bon, j'avais mis la légende, mais c'était pour faire un quiz. Il semblerait que la légende. Donc, le cri, 1892. Il s'agit ici de la version de la Galerie nationale d'Oslo, que je vous présente ici, et les couleurs sont plutôt bonnes, voilà. Mais alors là aussi, je reprends sans cesse ce que j'ai dit au début, mais le Christ n'est pas une œuvre, c'est un ensemble d'œuvres, finalement, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait une seule version du cri, mais dès le départ, il ne l'a jamais, je pense, pensé comme une version du cri. Il l'a pensé au sein d'un cycle, d'un ensemble, et c'est ce qu'on a voulu faire dans l'exposition. On n'a pas eu de version peinte, mais une version gravée, que voici. Mais ce qui était important pour nous, c'était de montrer à quel point le Christ s'inscrivait, vous le voyez très bien, dans cet ensemble d'œuvres, et notamment non loin de cette soirée sur l'avenue Karl-Juan. Il l'accrochait, il le présentait dans cette continuité avec les autres œuvres. Pourquoi elle est devenue si célèbre et pourquoi elle nous marque toujours aujourd'hui, on le voit, c'est que, je ne vais pas répondre en 2 mots à cette question, mais on voit qu'elle est d'une très très grande, je dirais, efficacité dans la facture, dans la façon dont il crée en quelques lignes, en quelques traits et en quelques couleurs. Finalement, il nous met face à une sensation d'angoisse profonde, qui est celle que ressent le personnage qui est peint sur la toile. Un personnage, mais c'est pas vraiment un homme, c'est pas vraiment une femme. Il y a quelque chose de complètement indéfini dans la représentation de la figure, qui semble être très émacié avec ce rond, qui est presque un O du cri. Et je voulais simplement, pour cette œuvre, vous citer Munch lui-même. Je vous en montre peut-être une version moins connue, qui est la version rehaussée d'aquarelle gravée, qui date de son journal de 1892. Et vous avez vu, quand je vous ai présenté Désespoir tout à l'heure, donc cet homme sur la balustrade, on avait exactement la même structure. Et il y avait un texte à côté en norvégien, donc ça c'est la traduction du texte. Tout d'un coup, le ciel devint rouge sang. Je m'arrêtai, fatigué, et m'appuyai sur une clôture. Il y avait du sang et des langues de feu au-dessus du fjord bleu-noir et la ville. Mes amis continuèrent, et j'y restai, tremblant d'anxiété. Je sentais un cri infini qui passait à travers la nature. Et je trouve que le texte de Munch est très beau. Il en a fait un petit poème. Il y en a plusieurs versions de ce texte. J'ai choisi celui-ci. Alors, c'est une traduction française, j'espère qu'il est à peu près fidèle. Parce que d'abord, il parle des couleurs de la ville, en parlant du bleu, du noir, du rouge, l'opposition entre le sang et les langues de feu sur le fjord. Et puis, surtout, il parle du cri infini qui passe à travers l'univers, à travers la nature. Et en fait, il ne parle pas du cri
qui est celui de l'homme, mais du cri qui passe à travers la nature. Donc là, vraiment, on sent, et c'est quelque chose qui a été souligné très récemment, c'est à quel point on voit que ce qu'il représente, c'est pas le cri d'un homme, mais c'est l'homme qui se bouche les oreilles et qui ressent le cri, qui est celui de son angoisse, qui s'est projeté dans la nature. J'espère que j'étais à peu près claire, mais il y a vraiment l'idée d'un lien très très fort entre l'homme et la nature. Et je sais que je suis en retard, donc je vais essayer d'être... Ça va? J'ai encore... Ouais, ok. Non, je vais prendre 10 minutes pour finir, comme ça on aura quelques temps pour les questions, ceux qui en sont encore... Je reviendrai sur l'œuvre qu'on vient de voir, mais je voulais continuer sur celle-ci. C'est que finalement, dans la façon dont Munch a voulu, je dirais, être presque le commissaire de sa propre œuvre et contrôler la façon de présenter son œuvre, c'est intéressant parce qu'on voit à quel point il a voulu, je pense, souligner cette idée-là, qu'on a voulu, je pense, à laquelle on a voulu rendre hommage dans l'exposition. C'était cette idée de lien entre l'homme et la nature. Et dans cette œuvre qui est très particulière, qui est très peu connue, mais qui est, à mon avis, un des chefs-d'œuvre de cette période-là, qui s'appelle Métabolisme, la vie et la mort, Munch reprend cette idée de lien entre l'homme, là c'est l'homme et la femme nus, Adam et Ève, qui se retrouvent autour de l'arbre qui structure... donc à la fois au moment du péché originel et avec cet arbre de vie. Et on voit, ils sont dans une forêt qui est une forêt de Norvège, hein, donc il y a vraiment, il l'inscrit dans un temps et dans un moment. Et l'homme et la femme ici sont inscrits dans la nature, qui est celle qu'ils voient tous les jours, mais surtout ils créent et ils sculptent un cadre qu'ils peint, ce qui est quand même très très particulier. On connaît très peu de... Il y a certains autres artistes de ce moment-là, de cette mouvance symboliste à la fin du 19e siècle, qui sculptent aussi leur cadre. Et ils le peignent, donc je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des rows de peinture sur le cadre. Et surtout, ils continuent le tableau dans le cadre. Et on voit les racines de l'arbre continuer dans le cadre en bas. Ce qui pourrait être c'est une référence aussi à la peinture religieuse, au polyptyque religieux du Moyen-Âge, avec ce qu'on appelle la prédelle, donc ce registre bas en bas, et avec le registre haut qui est celui de la Jérusalem céleste, qui est le registre du divin, mais qui ici, entre Jérusalem et Oslo, on ne sait pas trop où on est dans la représentation, mais il y a quand même une coupole, hein, donc il y a quand même une représentation du religieux ici. Et en bas, surtout, ces racines de l'arbre qui plongent dans, d'un côté, un crâne humain et de l'autre, un crâne animal. Donc là, vous voyez peut-être où je veux en venir, mais il y a vraiment cette idée de représenter la vie qui prend la sève, donc la vie et la sève de l'arbre qui prend sa sève et sa vie dans la mort, mais dans la mort non seulement de l'homme, mais de l'animal, et donc de mêler la nature et l'humain et l'animal dans le même registre. Et surtout de montrer que finalement de la mort renaît la vie. Dans une première version de cette toile, alors non, j'ai pas mis d'image, mais on le voit, vous savez, dans des radiographies qu'on peut faire de l'œuvre. Dans une première version de cette toile, il y avait au niveau du tronc d'arbre la peinture d'un grand fœtus, donc un fœtus ou un enfant plutôt un fœtus d'ailleurs, qui venait prendre naissance et prendre racine dans l'arbre. Donc vous voyez que là, il y a vraiment, c'est pas moi qui extrapole, mais c'était très très présent. Et donc même le terme de métabolisme, qui est cette idée de renaissance à partir des mêmes cellules et de recréation à partir des cellules humaines, va dans ce sens-là. Ce tableau-là, il l'a mis au centre de ce cycle de la frise de la vie. Dans certaines expositions, il le montrait au centre, parfois à la fin. Donc il y avait toujours cette idée de montrer qu'il pensait cette frise comme une frise cyclique et qui devait reprendre sur elle-même, près justement de cette représentation de la mort qui n'était du coup pas la fin de ce cycle, avec cette très poignante représentation de la mort de sa sœur, qui s'appelle Près du lit de mort, dont il a fait là encore plusieurs versions.
et où l'on voit toute la famille de Munch convoquée. Là, il s'agit vraiment à la fois d'une peinture, je dirais, à vocation universelle et qui en même temps touche de très près et reprend dans son cercle intime ses racines, puisqu'ici vous voyez qu'il représente de façon très très elliptique le corps de la sœur qui vient de décéder, avec les cheveux ici et le haut du crâne. Et ici, la femme que vous voyez au premier plan, qui ressemble beaucoup d'ailleurs à cette mère dans l'enfant malade qui vient au chevet de sa fille, c'est la mère de Munch, dont il convoque la présence alors qu'elle était déjà morte depuis 10 ans quand sa fille aînée est décédée. Le père qui est représenté en train de prier, je vous l'ai dit, il était très... il s'est vraiment plongé dans la dévotion à la mort de sa femme et de sa fille. Et puis derrière, le frère aîné, la sœur Laura et la dernière sœur Inger, dont je suis sûre que vous reconnaissez maintenant son profil, très très fin, avec les mains jointes ici. Mais vous voyez ici à quel point on ne reconnaît plus que le profil, puisque les traits sont à peine dessinés. Et cette femme que l'on voit ici avec les traits très excavés, c'est finalement un fantôme. Vous l'avez vu, qui est très proche de la représentation des revenants qu'on voyait dans Soirée avenue Karl Johan, une façon de convoquer la mort dans la scène de vie. Je voulais peut-être finir, pour qu'on ait un peu de temps, peut-être pour quelques questions. Puis je finirai par quelques œuvres quand même, parce que j'ai dû beaucoup sabrer, mais ça m'apprendra à être trop bavarde. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. La lutte contre la mort, qui est une représentation de la même scène. Je ne sais pas si vous voyez exactement la même composition que le lit de mort, mais qui le fait exactement 20 ans plus tard, où l'on voit le même lit avec la diagonale, la tête de la personne ici, la mère au premier plan, le père et les frères et sœurs. Mais avec là quelque chose de très... Je regarde si... Ah, c'est vous qui avez la meilleure image là. Avec quelque chose de très strident dans les coloris, de très expressionniste dans la façon de peindre. Vous voyez, avec des couleurs très, très vives, un fond presque indépendant du reste, avec des touches de couleurs. Et ce que je voulais souligner, c'est à quel point vous voyez qu'il se renouvelle, et dont l'inventivité de sa peinture 20 ans plus tard, tout en reprenant exactement les mêmes thèmes, de façon complètement obsessionnelle. Ce qu'on retrouve, c'est qu'on pourrait dire, on a presque l'impression que c'est une facture tellement différente que ça serait un autre peintre, mais vous voyez à quel point on retrouve exactement aussi les mêmes obsessions, même dans la façon de peindre, avec ces coulures de peinture que vous voyez là, qui semblent se recouvrir le blanc du drap, et qui viennent encore plus... qui viennent renforcer cette expression de la douleur de la scène et de l'angoisse de cette scène. Si vous fermez les yeux, je vous montre une image par laquelle vous voulez finir l'exposition, mais je ne veux pas vous montrer le nombre d'œuvres que je n'ai pas pu vous commenter aujourd'hui. Hop, attendez, je vais juste... Voilà, excusez-moi, je vais finir quand même là-dessus. Il y en a plein d'autres. Je voulais vous montrer... J'ai été extrêmement bavarde, pardon, mais je voulais vous montrer à quel point, là encore, c'était pour vous montrer, après le principe est le même, hein, je ne vais pas dire qu'on peut pas choisir toutes les mêmes œuvres, mais je voulais vous montrer quelques œuvres, et je vais le faire peut-être encore 3 minutes maintenant. Quelques œuvres qui sont exactement des reprises de ces motifs des années 1890, mais 20 ans plus tard ou 30 ans plus tard même. C'est fou à quel point il revient sans cesse sur les mêmes idées, mais en faisant complètement autre chose. Donc là, vous reconnaissez... Bon, voilà, vous reconnaissez Vampire, mais cette fois-ci, Vampire avec un homme et une femme nus, complètement, ce qui est complètement opposé
à la façon dont il a représenté les premières représentations du couple dans les années 90, dans la nature, dans une nature d'ailleurs complètement luxuriante, assez, on dirait presque c'est une forêt, hein, avec toujours je dirais ce rapport de vampire encore plus bestial, là j'allais dire, parce que vous avez vu ses yeux, et il y a quelque chose de très, de presque violent, de très fort dans la représentation de la morsure. Et puis quelque chose finalement, on le voit de cette inscription des personnes dans le paysage, qui est bien plus qu'un paysage, puisque c'est là encore une projection d'une certaine... il y a quelque chose de presque... oppressant dans la représentation de la forêt elle-même. Et ça, je voulais vous montrer, c'est des tout petits... Je ne sais pas si vous arrivez à... c'est vraiment des croquis d'accrochage, hein, donc c'est normal que... Et je voulais quand même finir là-dessus, parce que c'est... donc pour vous montrer à quel point... en fait, on a trouvé cette petite feuille de croquis dans un carnet que je voulais présenter dans l'exposition, mais on avait choisi une autre page. Et quand vous savez, quand on prépare l'exposition, on a la chance de pouvoir voir les œuvres pour la première fois, pas accrochées, on est très près de l'œuvre, etc. Et dans ces carnets, on a pu feuilleter toutes les pages. Et je suis tombée sur cette page qui était une des plus intéressantes, je trouve, du carnet, que finalement on a présenté dans l'exposition, parce que c'est vraiment un plan d'accrochage de cette frise de la vie dont je vous ai parlé, mais qui date de 1902, donc très tôt, au moment de la sécession de Berlin et de ce plan d'accrochage. Et je me suis dit, on ne s'est pas trop trompé, parce qu'il y a toutes les œuvres qui étaient présentes dans ce moment-là, dont la plupart on a pu présenter dans l'exposition. Donc là, vous avez un croquis très très sommaire de Mélancolie. Au-dessus, c'est la danse de la vie, que je ne vous ai pas montré parce qu'il n'y avait pas le temps, mais qui est dans l'exposition. Juste à côté, c'est Vampire. Celle-ci, à côté, on ne l'a pas, mais ça s'appelle La Voix. Et en bas, alors on devine un peu moins, mais il y a plusieurs autres pages comme ça. Et surtout, on voit qu'il les présente, donc les œuvres, dans une sorte de long bandeau, qui est celui qui a été choisi par le scénographe pour l'exposition sans avoir accès à cette feuille. Donc je lui ai dit qu'il avait quand même bien travaillé. Et donc ce qui est intéressant, là aussi je fais exprès de vous montrer 20 ans plus tard, 30 ans parfois, puisque là on avait un croquis de 1902 et là on est en 1900. C'est un carnet qui date des années 1920, on ne sait pas exactement dater cette feuille-là, dans laquelle il propose un autre accrochage de la frise de la vie avec les mêmes œuvres, mais on ne sait pas de quelle version, et dans lesquelles il fait ce pourquoi il avait finalement le programme qu'il avait annoncé dès le départ, c'est-à-dire montrer une série cohérente de tableaux reliés entre eux par le fil continu qui est celui de la nature, du rivage, mais là aussi de la végétation, puisqu'il a créé un décor, il veut créer un décor de végétation sur le mur pour peindre entre les œuvres et les relier entre elles. Et vous voyez ici, il s'agit ici, là, j'arrive enfin à voir le compteur. Là, il s'agit de Vampire, Métabolisme, le grand tableau avec le cadre en bois. Là, ses yeux dans les yeux, qu'on n'a pas dans l'exposition. Et puis là, vous avez l'étreinte, le baiser. Et là, à mon avis, c'est une représentation très sommaire de la soirée Karl Juan. Et voilà, je vais m'arrêter là avant de m'étouffer. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci Claire. Alors, pour rien vous cacher, l'Alcazar doit être évacué au maximum à 18h30 du public. Donc, si vous le voulez, on peut prendre une ou deux questions rapides. Si quelqu'un veut intervenir, poser une question précise, levez la main, on vous passe un micro. Monsieur, madame, madame, allez, on va vous passer un micro. Il y a un micro qui arrive là-bas. Patientez une seconde.
C'est plutôt un témoignage. Je vous remercie parce que votre commentaire éclaire très très bien ce qu'on voit à l'exposition. Moi j'ai eu la chance de la voir. Ce qui fait envie, ce sont vos photos de salle vide. Le micro, madame, le micro. Oui, mais on retrouve très très bien ce qu'on voit et ce fil que vous avez longuement décrit. Moi, ce qui m'a frappé, c'est... C'est mieux peut-être. Vous entendez bien, voilà. Mais c'est pas... Ce qui m'a frappé, c'est l'écart entre les thèmes qui sont assez sombres, assez douloureux, enfin il y a beaucoup de violence, et le fait que c'est un coloriste extraordinaire. Non, Enfin, vous avez raison. Vos photos ne le... Enfin, la perception que nous avions de vos photos ne le montrait pas, mais c'est extraordinaire. Merci. Quand je m'en suis rendu compte, j'ai commencé à décrire les couleurs, mais c'est en effet... Et merci de le souligner, parce que c'est vrai que c'est une œuvre très forte et très, très colorée. C'est vraiment une... C'est une des choses qui est peut-être, oui, en effet, le plus étonnante quand on accroche les œuvres et quand on les montre en telle, c'est qu'il y a énormément la couleur est très vive et c'est très lumineux. Merci. Je sais pas si... Merci. Il faut appuyer, je crois. Ouais. Il y a peut-être plus de... Ouais. Merci beaucoup pour cette présentation. C'est absolument bouleversant de voir ça. Donc ça donne très envie d'aller le voir. Et je veux juste faire une remarque parce que je viens de comprendre quelque chose. Je connaissais bien l'œuvre par le cri, bien sûr, et qu'on utilise beaucoup et qu'on exploite beaucoup en psychiatrie, en psychanalyse. Mais en fait, je viens de comprendre quelque chose et ce que peut apporter la peinture dans la figuration et la couleur. C'est que, en fait, ce que vous appelez l'obsessionnalité, c'est une répétition. Et je crois que ça dit que quelque chose insiste, ne peut pas s'oublier, mais que cependant, par les couleurs, les différentes formes de représentation, la vie est là, les autres sont là, le paysage est là, la nature est là, et peut transformer aussi cette chose qui ne peut pas s'oublier. Et je crois que la peinture nous pénètre par l'indicible, en fait, de cette façon-là. Et je trouve ça très, très beau. Merci beaucoup. J'ai une question, Claire, peut-être qu'on finira là-dessus. Est-ce que, au-delà de, vous avez évoqué Gauguin, les impressionnistes, les symbolistes, est-ce qu'il y a un peintre ou plusieurs peintres desquels Munch se revendiquait? Et est-ce que, à sa suite, certains artistes se sont revendiqués directement de lui-même? Munch cite très très peu d'artistes, voire pas du tout dans ses textes. C'est un artiste, c'est pas un artiste solitaire parce qu'il a rencontré beaucoup d'artistes, je le disais, il a été dans des cercles, etc. Mais il ne se revendique pas du tout d'une filiation. Quand il en parle, c'est pour se dire contre ce qui se passe avant. Donc il en parle, on a dit, il a été très ami avec Christian Krog et il lui a emprunté certains motifs, donc c'est un artiste pas du tout connu, beaucoup moins que Munch maintenant, mais qui à l'époque avait une certaine réputation en Norvège. Il a regardé Van Gogh, dans La Nuit étoilée que j'ai pas montré là, on sait qu'il a vu Van Gogh, il a vu Gauguin pour sûr. Il a regardé beaucoup les impressionnistes, on peut faire le jeu des comparaisons, ça a été fait dans Munch et la France et ça c'est très éloquent. Mais c'est un artiste qui a vraiment suivi sa propre voie. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'au même moment, il a créé, au début du XXe siècle, il a créé une œuvre, on l'a dit, le père de l'expressionnisme. J'ai volontairement pas, dans ma conférence, parlé du tout de grand isme, etc. Mais on dit toujours c'est le père de l'expressionnisme. Et au même moment, il y a des expressionnistes allemands qui créent une peinture très colorée, très forte, etc. Mais c'est moins un jeu d'influence qu'un moment où, finalement, c'est cette peinture-là qui peut apparaître. Et puis pour les suites, je pense que finalement, étonnamment, c'est une peinture qui est restée un peu sans
sans élèves, sans successeurs, sauf des gens qui refaisaient la même chose, mais ça c'est moins intéressant. Et je crois qu'aujourd'hui, les artistes regardent à nouveau beaucoup cette peinture. On a peut-être plus peur de regarder ça et de repenser à ce que peut être un legs de l'expressionnisme aujourd'hui. Monsieur. Dernier tableau. J'ose même pas vous montrer tout ce que. Il a fait quelques autoportraits. Non, pardon, ne regardez pas. C'est bon. Voilà. Non, mais c'est toujours comme ça, on a trop d'images et après, pardon, j'aurais pas dû. Mais ces derniers tableaux, c'est ça, par exemple. Ça, c'est un de ses derniers autoportraits qui est resté dans son atelier. Je trouve qu'il est extrêmement fort. C'est une des dernières œuvres qu'on montre à la fin de l'exposition. Très très fort en couleur, très expressionniste. Et en même temps, on retrouve là aussi, vous avez vu l'ombre portée avec le profil à l'arrière. C'est un autoportrait. Et qui se représente avec ce chandail qui est presque une cage thoracique. Mais quelques années avant, il a fait un grand soleil, des œuvres beaucoup plus sereines. Il faut faire attention il n'y a pas une tendance vers le serein et l'apaisement chez lui, pas du tout. Ouais. Oui, moi j'avais juste une petite question sur les formats. Parce qu'il n'y a aucun format qui soit indiqué dans ce Oui, j'aurais dû. Ouais. Et si c'est des grands formats, moyens formats, il y a un peu tout. Alors, je suis allée un peu trop vite au début, mais on pouvait le voir dans certaines photos. Les formats sont étonnamment plutôt grands. Je dirais, format moyen, c'est entre 50 et 70 pour les moyens formats. Et ça peut aller jusqu'à 1,20 m sur 1,50 m. Donc il va sur des grands formats et après il fait même des très grands formats assez décoratifs, mais qui sont pour le coup des éléments de décor, qui vont jusqu'à des grandes fresques de plusieurs mètres de long. Mais la plupart de sa création peinte, c'est des formats moyens, je dirais, mais assez grands, pas très intimistes, quoi. C'est des tableaux de 70 sur 100 en général. Ouais. Je crois que le cri, c'est à peu près 90, c'est ça? C'est à peu près 1 mètre, c'est ça? Ouais. C'est ça. Bon, je crois, on est désolé, mais là, il faut y aller. Donc merci à Claire, merci. Évidemment. Et merci à vous tous. Allez à Orsay, allez à l'Orangerie, voir les deux expos.